Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cet événement sur le fédéralisme de l'immigration au Canada. On va parler des nouvelles dynamiques, des tensions, des dossiers les plus importants. Cet événement, il est organisé conjointement par d'abord l'ERICA, qui est l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, qui est une équipe de recherche entre les universités, donc interuniversitaire, 11 chercheurs et chercheuses. Cette équipe, elle est soutenue, financée par le FRQ. Et toute l'ambition, c'est vraiment de faire dialoguer les réalités mondiales sur la migration avec les réalités du Québec, que ce soit à travers l'étude des politiques, mais aussi des trajectoires migrantes, des réalités migrantes. Et cet événement est aussi organisé conjointement avec la Maison, comme on l'appelle familièrement, mais c'est la Maison des affaires publiques et internationales, qui se trouve au sein de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. L'idée de cette maison, c'est vraiment de faire un pont entre le monde académique et celui de la pratique. Alors, il y a plusieurs fronts sur lesquels cette maison travaille pour stimuler le transfert de connaissances, mobiliser le savoir scientifique, notamment envers ceux qui prennent les décisions, les preneurs et les preneuses de décisions, et notamment des événements comme ça qui donc sont soutenus, financés par la maison pour éclairer les débats et les réflexions de société. Puis je fais un clin d'œil à sa directrice, Christine Rothmeier, qui a organisé avec moi cet événement. Je dirais que c'est ma partner in crime dans plein de projets. Donc voilà, on est embarqués toutes les deux là-dedans. Donc, je peux me présenter aussi, évidemment. Donc, je m'appelle Catherine Hardet. Je suis professeure adjointe au département de sciences politiques. Je travaille sur les politiques publiques et ça ne vous étonnera pas que je travaille sur les politiques publiques liées à la migration et, deuxième non-étonnement, dans les États fédéraux. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, notamment voir au niveau des sous-nationales, donc des régions, des cantons, des landers, des États, des provinces. Qu'est-ce qui se passe quand, au sein d'un État fédéral, on gère l'immigration en termes de politique, de pouvoir, de tension? Je dirige, et j'ai le grand bonheur et plaisir de diriger l'ERICA, l'équipe de recherche, et je suis également membre de la maison. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu mon... alors, j'ai écrit sur ma feuille, c'est mon dada, le fédéralisme de l'immigration. Puis là, j'ai tout eu un questionnement sur est-ce qu'on dit ça au Québec ou pas? Je suis belge. Est-ce qu'on dit c'est mon dada? Ah, je suis très contente. Parce qu'après, bon, là, vous allez vraiment... J'ai cherché, OK? Puis j'ai pas trouvé personne, donc je n'ai pas trouvé cette information. Mais j'ai quand même trouvé une autre expression québécoise que je peux utiliser parce qu'on est encore en janvier et on peut encore présenter ses vœux de bonne année. J'ai trouvé sur ma page expression québécoise, oui, bonne année, grand nez. Et on peut répondre, pareillement, grande dent. Voilà. Donc c'était ma petite expression québécoise d'intégration que j'ai cherchée aujourd'hui. Mais donc, plus sérieusement, le fédéralisme de l'immigration, c'est un peu mon obsession académique. C'est vraiment de réfléchir comment est-ce que dans ces États fédéraux, quand il y a plusieurs paliers de gouvernement, quand il y a de la décentralisation, quand il y a des politiques qui sont différentes, quand en plus de ça, on a des mobilisations nationalistes, quand on a des flux migratoires aussi qui peuvent être très différents, comment est-ce que s'expriment ces politiques, ces tensions, ces enjeux au niveau de ça? Alors, c'est sûr qu'on voulait parler du Canada, et pour une première raison qui est qu'il y a un exceptionnalisme canadien quand même assez fort. Bon, on parle souvent de l'exceptionnalisme canadien en immigration en disant « Ah, c'est parce que l'opinion publique est plus favorable, il n'y a pas de parti anti-immigration, on veut plus d'immigrants jusqu'à présent ». Mais il y a pour moi une autre exceptionnalisme, c'est le rôle des provinces, qui date en fait de l'implication des provinces, puis l'idée que c'est la fondation même de l'État fédéral, puis de la Confédération canadienne qui a eu cette idée que l'immigration faisait partie de compétences partagées concurrentes. France nous en dira plus, mais qu'il y a quelque chose qui se passe et puis que c'est quelque chose qui est fondateur, mais qui n'a jamais été aussi contemporain parce qu'évidemment, on est au Québec, donc pensons au Québec, pensons à toute l'évolution justement de l'implication du Québec en immigration qui a culminé dans l'entente Canada-Québec de 91. Et là, évidemment, quand je faisais ma thèse et que je travaillais sur cette entente, j'étais toute énervée par cette entente. Puis chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais « Ah, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus d'accord, si on veut la changer ?» Et là, tout le monde me disait « Mais non, tout le monde est d'accord avec cette entente, il y a un consensus, tous les partis politiques, les élites, tout est beau, elle ne changera jamais. » Puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec, notamment la remise en cause, ou en tout cas des demandes, comment mieux gérer cette entente ou qu'est-ce que le Québec peut faire dans le cadre de cette entente, jusqu'où il peut aller. Donc ça, c'est déjà un des premiers grands changements et quelque chose qui est aussi intéressant.
La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il y a de nouvelles problématiques. On peut penser à l'afflux croissant des demandeurs d'asile, l'augmentation des migrants temporaires, l'augmentation des délais, le regroupement familial. Donc, il y a beaucoup de catégories d'immigration, de statuts qui changent aujourd'hui, puis ça nous interroge aussi. Et on parle du Québec, mais on pourrait parler longtemps des autres provinces, puisque... c'est quelque chose que je dis toujours, mais on oublie que les autres provinces font aussi de la sélection de l'immigration. Et en fait, jusqu'à présent, si on regarde les statistiques, les provinces, avec le programme des candidats des provinces, avaient tellement augmenté le nombre de personnes sélectionnées par ces programmes que c'était arrivé à un résident permanent sur 4 qui était choisi par les provinces. Résidents permanents et quasiment plus de 50 voire 60% des immigrants économiques qui étaient choisis par les provinces. C'est dire l'ampleur en fait de l'enjeu en termes de sélection, de qui arrive, qui est choisi et autres. Donc, relations intergouvernementales, tensions, enjeux, et là-dedans, il y a l'actualité qui s'en mêle, puisque, vous savez, ces événements académiques, on les prévoit souvent bien à l'avance. Ça fait plusieurs mois. Déjà, à l'époque, c'était intéressant, mais que dire aujourd'hui, évidemment, où l'actualité est encore plus forte, où il y a des gels de certains programmes d'immigration, une réduction de l'immigration permanente, les migrations temporaires aussi qui est mis où on veut la réduire, les provinces qui s'en mêlent, des menaces par rapport à la frontière avec les États-Unis. Donc, autant dire que le fédéralisme de l'immigration au Canada n'a jamais été aussi contemporain et intéressant. C'est ce qui nous a mené à rassembler autour de cette table des experts et des expertes pour justement parler de ces phénomènes de différents points de vue, perspectives, de par leur recherche, de par leur expérience, de par leur discipline. Donc, je vais les présenter, puisque c'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui cet événement. D'abord, France Houle, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1999, qui a été doyenne de la faculté de 2019 à 2024. Ses domaines de spécialisation sont le droit professionnel, le droit de l'immigration, le droit administratif et la réforme des systèmes réglementaires. Elle a notamment développé un partenariat de recherche sur les systèmes réglementaires applicables à la reconnaissance des qualifications professionnelles des immigrants qui sont formés à l'étranger, leur conformité avec les droits fondamentaux tels que le droit à l'égalité, la mobilité, la libre circulation. Et l'impact et l'importance de ces recherches ont été reconnus par le Barreau du Québec qui lui a décerné la distinction d'avocate émérite en 2023. Donc, merci beaucoup à elle d'être avec nous. Avec nous ce soir aussi, Leslie Seidel, qui est expert conseil en politique publique et en gouvernance, ainsi que fellow de l'Institut de recherche en politique publique à Montréal. Alors, entre 2015 et 2020, il a été directeur de recherche à cet institut, à l'IRPP, pour le programme Évolution de la communauté fédérale. Ensuite, avant ça, c'est dans l'autre ordre, avant cela, de 2000 à 2015, il a dirigé le programme Diversité, Immigration et Intégration à l'IRPP. Il a aussi occupé des postes de direction au sein du gouvernement du Canada, surtout au bureau du Conseil privé, où il a dirigé... Ah ben là, j'ai plus ma feuille, où il a dirigé ou co-dirigé la publication de 13 livres et de nombreux articles sur justement les politiques d'immigration, la réforme électorale, constitutionnelle, la gestion publique et le financement politique. Ensuite, troisième expert autour de cette table, Antoine Bilodeau, qui est directeur de l'initiative de recherche sur l'immigration et professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Concordia. Il a traversé la montagne. Il est également membre de l'ERICA. Alors, ses recherches portent sur l'intégration des immigrants et sur la dynamique de l'ouverture à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle au Québec, mais aussi dans d'autres États multinationaux. Ses recherches ont été publiées dans beaucoup de journaux. J'avais la liste au départ, puis j'ai rayé. Mais je peux dire Journal of Ethnic and Migration Studies, International Migration Review, Ethnic and Racial Studies, Nation and Nationalism. En gros, toutes les grandes revues en études migratoires, pour faire un résumé. Il a reçu des prix, notamment le Dean's Award for Research de la Faculté des Arts et des Sciences en 2023, le Concordia University Research Award, le prix, j'arrête là parce que sinon, le prix John alors je ne sais pas le dire,
Mémémie. Merci. À 2 reprises. Et c'est à 2 reprises, puis c'est un prix qui, justement, récompense le meilleur article publié dans la Revue canadienne de sciences politiques. Et finalement, dernière experte autour de cette table, Mireille Paquet, qui est professeure agrégée au département de sciences politiques à l'Université Concordia. Elle détient la chaire de recherche universitaire sur les politiques d'immigration. Elle est membre de l'ERICA, membre de l'IRI, membre du Collège de la Société royale du Canada. Elle dirige le nouvel Institut de recherche sur les migrations et la société de l'Université Concordia. Elle co-dirige, oui, il y a beaucoup de listes, hein? Elle co-dirige, elle est très occupée, le réseau de recherche sur l'immigration, l'intégration et les relations interculturelles au Québec, qui va se lancer d'ailleurs dans quelques jours. Vous en avez sûrement entendu parler peut-être, le RQ3I, qui vise justement à connecter la recherche académique et les politiques publiques. Vous pouvez regarder ces travaux, ils portent sur les politiques comparatives de l'immigration, ils analysent notamment le rôle des bureaucrates, donc d'autres acteurs dans l'élaboration des politiques d'immigration, l'évolution des attitudes à l'égard de certains programmes et aussi l'utilisation de technologies dans le secteur de l'immigration. Oui, c'était long, hein? C'était vraiment assoiffant et long, mais c'est parce qu'ils sont exceptionnels et qu'ils ont des longues biographies. Tout ça pour dire que c'est grâce à elles et à eux que je vais pouvoir poser mes questions et qu'on va explorer ces nouvelles dynamiques, ces tensions d'aujourd'hui. Et je commence par ma première ronde de questions. Et ma première question est dirigée vers France. Donc, avant de plonger dans ce que j'appelle les nouvelles dynamiques du fédéralisme, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le partage des compétences en matière d'immigration au sein de la Fédération canadienne? Donc, notamment, il y a un article qui en fait une compétence concurrente. Qu'est-ce que ça veut dire et comment comprendre ça en droit, puisque vous êtes une juriste? Merci, Catherine. Alors, j'ai commencé à explorer l'article 95 parce qu'il y a eu cet événement qui s'en venait. Je ne suis pas une constitutionnaliste, donc je fais du droit administratif, c'est ça mon domaine, et j'ai plongé là-dedans pour me rendre compte assez rapidement qu'il y avait peu de choses sur la signification, la portée, l'interprétation de cet article en droit. Donc, il est exact de dire que c'est une compétence partagée entre les législations fédérales et le Parlement du Canada. Et cet article 95, on lui fait dire beaucoup de choses. Souvent, quand j'entends ce qu'on dit sur cet article, je me dis, moi, c'est pas tout à fait exact. Alors, aujourd'hui, mon propos est de vous convaincre, je l'espère, qu'il y a un corset normatif juridique qui est exercé par le gouvernement fédéral sur cette compétence partagée et que c'est très contraignant. Alors, que dit l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867? Eh bien, il a 3 énoncés essentiellement. Le premier dit que les législatures provinciales peuvent faire des lois relatives à l'immigration. Le deuxième, que le Parlement du Canada peut faire des lois relatives à l'immigration. Mais le troisième énoncé est celui qui nous intéresse parce qu'il dit que lorsque les 2 ordres législatifs ont légiféré sur une question relative à l'immigration, la loi provinciale va avoir un effet si, et seulement si, elle n'est pas incompatible avec aucune des lois du Parlement du Canada. Et donc, lorsqu'il n'y a pas conflit, là, il va y avoir compétence concurrente, exercice d'une compétence concurrente. Donc, une fois ce principe posé, comment tout cela, ça s'applique dans le système juridique migratoire? Bien, comme je disais tantôt, il y a d'abord beaucoup d'incertitudes sur le sens et la portée en droit de cet article 95. Et une des ambiguïtés que cet article comporte, c'est la notion même, c'est sur la notion même d'immigration. Alors, si on s'avance sur le terrain du droit constitutionnel, d'abord, les sources du droit constitutionnel pour interpréter le mot immigration au sens de l'article 95, on ne trouve pas d'informations utiles dans nos sources de base, la jurisprudence, la doctrine, les traités, etc. Si on sort du droit constitutionnel pour entrer dans les sources du droit administratif, on peut, par exemple, faire commencer par l'analyse de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, donc la loi fédérale. Et c'est intéressant parce qu'elle permet d'identifier les limites du concept d'immigration de l'article 95.
Donc, la LIPR porte essentiellement, et là, je fais des grandes généralités pour les fins de l'exercice d'aujourd'hui, porte essentiellement sur des questions relatives à la protection du territoire. Il y a quelques notions aussi sur la protection sanitaire et sur les étrangers au sens de la loi. Et ces questions-là sont des questions exclusives qui relèvent de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu de l'article 91 de la loi constitutionnelle. Donc, on va parler, par exemple, de la défense du territoire, la quarantaine, les eaux-bains. Donc, en conséquence, ces objets législatifs ne peuvent pas être compris dans ceux relatifs à l'immigration sous 95 parce qu'on aurait une lecture incohérente de la loi constitutionnelle de 1867. Parce que ces objets-là, donc la protection du territoire sanitaire étranger, ne peuvent pas être à la fois exclusifs sous 91 et partagés sous 95. Donc, jusqu'ici, on a une idée des limites de la compétence partagée de 95, mais on ne sait toujours rien sur sa portée. Alors, pour en savoir plus sur sa portée, on peut utiliser une autre source qui est pas mal intéressante, et c'est celle des ententes intergouvernementales. Et ces ententes-là nous donnent quelques clés pour comprendre la portée du mot immigration dans cet article. Notamment parce que dans ces ententes-là, on peut mieux voir comment les gouvernements interprétaient eux-mêmes, lorsqu'ils ont conclu cette entente, la portée de l'article 95. Alors aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur un exemple, c'est celui de l'accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des eaux-bains qui a été signé en 91. Et notez tout de suite que le titre de l'accord, c'est l'accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des eaux-bains. Et ce qu'on peut comprendre quand on lit, par exemple, d'autres ententes, et je l'ai fait vraiment très rapidement là, dans les ententes qui portent sur les candidats des provinces, l'impression que j'ai généralement, mais ça reste encore à vérifier, c'est que dans l'esprit des législatures fédérales et du Parlement canadien, quand on parle du mot immigration, on fait référence aux résidents permanents. Et tout ce qui tombe dans les résidents temporaires, et qui est une catégorie quand même assez vaste, tombe sous la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Et là, il n'y a pas de pouvoir comme tel qui est exercé par les provinces, parce que c'est un pouvoir exclusif du gouvernement fédéral, mais il y a des délégations de pouvoir qui sont faites. Là, pour le moment, c'est ma compréhension des choses. La discussion qu'on pourra avoir ensemble pourra m'aider à voir un peu plus clair là-dedans. Donc, je vais finir en donnant un autre exemple pour vous éclairer un petit peu plus sur la question des permanents, des résidents permanents. Donc, comme vous le savez, sans doute pour un bon nombre d'entre vous, l'accord stipule, entre autres, que le Québec est le seul responsable de la sélection des immigrants à destination de la province. Alors, quelle est la marge de manœuvre juridique qui est donnée au Québec en matière de sélection? Alors, pour répondre à la question, je vais prendre un autre exemple encore plus restreint. C'est celui des critères qui sont utilisés pour sélectionner les travailleurs qualifiés. Donc, pour sélectionner un travailleur qualifié, il y a une grille de sélection qui a été créée par règlement autant par le gouvernement fédéral que par le gouvernement québécois. Et dans chacune des grilles, on trouve les mêmes grands critères de sélection. Donc, la formation, l'âge, l'expérience, connaissances linguistiques. Mais il y a des distinctions dans les grilles et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui porte sur la pondération. Elle est différente dans la grille fédérale que dans la grille québécoise, c'est-à-dire qu'il y a des points, un nombre de points différents qui est donné par critère selon la grille. Donc, par exemple, un des critères de sélection des travailleurs qualifiés, c'est la connaissance du français ou de l'anglais. Dans la grille québécoise, on donne plus de points à la connaissance du français, on donne 12 points, et on donne 6 points à la connaissance de l'anglais, alors que dans la grille fédérale, on attribue le même nombre de points pour la connaissance de l'une des deux langues, 28 points. Donc, le fait d'appliquer les mêmes critères, mais avec une pondération différente, ça ne génère pas de conflit
au sens de l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867. Donc, au début de ma présentation, je vous disais qu'une loi provinciale peut avoir un effet seulement si elle n'entre pas en conflit avec la loi fédérale. Donc, la pondération différente peut avoir un effet parce qu'elle n'entre pas en conflit avec la loi fédérale. Mais imaginons un instant que le Québec élimine le critère de la connaissance de l'anglais dans sa grille de sélection. Alors, est-ce que cette décision pourrait avoir un effet? La réponse est probablement non, parce qu'en faisant ça, il y aurait un conflit avec une autre loi fédérale, qui est la loi fédérale sur les langues officielles. Donc, vous vous souviendrez, encore une fois, que l'article 95 dit qu'une loi provinciale peut avoir un effet seulement si elle n'est pas en conflit avec aucune des lois fédérales. Donc, il y aurait un conflit ici et cette décision du gouvernement provincial ne pourrait pas avoir effet. Donc, en somme, les compétences en matière d'immigration est partagées entre les ordres fédéraux et provinciaux, mais les contraintes de ce partage sont grandes parce que la loi fédérale crée le cadre qui limite les actions des provinces, limite leur marge de manœuvre en matière d'immigration. Merci beaucoup. Alors, je passe à Leslie. Puis, Leslie, vous avez suivi vraiment de près et en fait depuis longtemps avec vos postes au sein de l'IRPP, tout ce qui est l'enjeu des relations intergouvernementales et de l'immigration. Et notamment ce programme dont j'ai parlé, le programme des candidats des provinces. Mais je voudrais vous demander comment est-ce que vous caractériseriez l'évolution entre des dynamiques plus anciennes du passé à celles plus récentes par rapport justement à cette thématique du fédéralisme de l'immigration. D'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde. Je suis content de revoir des gens avec qui j'ai travaillé à différents moments par le passé. Je mettrai l'accent aujourd'hui surtout sur ce qui se passe à l'intérieur des gouvernements, plus qu'entre les gouvernements, surtout à l'intérieur du gouvernement fédéral et dans le contexte de ces programmes qui ont souvent un volet intergouvernemental quand même. Pour être bref, nous vivons une quasi-crise dans le domaine de la migration. Je dis quasi parce que les trois grands piliers de notre système d'immigration, l'immigration économique, les réfugiés et la réunion familiale, ne sont pas mis en question. Mais ces piliers sont en train de vivre des changements assez importants, surtout l'immigration économique, et il y en aura d'autres, indépendamment d'un changement de gouvernement au niveau fédéral. Dans le contexte de cette crise, il y a finalement une reconnaissance explicite de l'ampleur et des impacts de la migration temporaire, les travailleurs étrangers, les étudiants étrangers et les demandeurs d'asile. Sur l'ampleur de ceci, le volet temporaire, je vais citer seulement un chiffre. Le 1er juillet 2024, il y avait 3 290 résidents non permanents au Canada, dont un peu plus que 3 millions non permanents au Canada, presque 2 fois le nombre à la même date en 2022. Donc, c'est un nombre assez élevé comparé à la population du pays, mais aussi un nombre qui a doublé dans 2 ans. Parmi les causes de cette crise, je vais en aborder brièvement 2. Et ça, c'est indépendamment de la question de la croissance de la population et le niveau de l'immigration permanente. D'abord, un manque d'attention à l'intersection entre les politiques et programmes de migration, d'une part, et d'autres politiques et programmes publics, d'autre part. Un exemple important est le logement. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer tout ceci. Il y avait une couverture médiatique assez intense depuis un certain temps. Deuxièmement,
parmi les causes de cette quasi-crise, et ça c'est important, une coordination inadéquate, non seulement au sein du gouvernement fédéral, entre le ministère de l'Immigration ou la direction d'immigration et d'autres ministères qui jouent un rôle dans le domaine de la migration, notamment les ministères de l'Éducation avec les responsabilités du secteur postsecondaire. Sur la question de la coordination, le gouvernement du Québec a agi avec fermeté automne dernier par l'entremise du projet de loi 74 qui a été adopté assez rapidement par l'Assemblée nationale. Dorénavant, le gouvernement du Québec, pour limiter le nombre d'étudiants et étudiantes à être enregistrés par les universités et les collèges à travers la province. Le ministre Roberge a dit dans ce contexte qu'il vise une baisse du nombre d'étudiants étrangers dans des programmes moins porteurs. Porteurs, c'est son mot, qui ne répondent pas à une pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, la question est beaucoup plus large et on peut en discuter pendant la période de questions. Lors d'une conférence de presse, le même ministre a mentionné qu'un collège privé au Québec a vu ses inscriptions augmenter par 1392%. Je répète, 1392% dans moins de 2 ans. J'ai vu un petit reportage quelque part que c'est peut-être le collège La Salle, mais je répète ce que j'ai lu seulement. Mais ce qui est important, c'est pourquoi il fallait attendre une crise pour agir et agir de façon assez vigoureuse. Tous les étudiants qui viennent au Québec doivent recevoir un certificat de sélection du ministère de l'Immigration du Québec, en plus du permis d'études du niveau fédéral. Et il me semble que le ministère de l'Immigration aurait pu demander au ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec ce collège? Est-ce que c'est vraiment justifié? Évidemment, le collège a certaines mesures d'indépendance, mais c'est pas une satellite indépendante qui flotte quelque part. Donc, ça, c'est un petit commentaire sur ce que j'appelle une faille de gouvernance. Et je n'ai pas le temps de couvrir ce qui s'est passé en Ontario, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de nouvelle loi. On ne sait pas exactement comment le gouvernement de l'Ontario va repartir les coupes dans les enregistrements, mais évidemment, l'Ontario est important parce que c'est non seulement le nombre le plus élevé, mais c'est la province où il y a eu pas mal de développement, peut-être, on peut dire peut-être discutable, surtout dans l'établissement et la croissance des collèges privés, soit entièrement privés ou privés affiliés à une institution postsecondaire publique. OK, je vais résumer brièvement la réponse au niveau fédéral à cette quasi-crise. Vous êtes peut-être au courant. D'abord, il y a 1 an exactement, pour la première fois, le gouvernement fédéral a annoncé une limite sur le nombre de permis d'études pour les étudiants internationaux. Il visait une baisse de 35% pour l'année 2024. D'après des reportages que j'ai vus et certaines statistiques, cet objectif a été atteint et probablement dépassé avant la fin décembre 2024, avec des conséquences évidemment très importantes pour les institutions postsecondaires. En octobre, le Premier ministre Trudeau, cela démontre l'importance des enjeux. C'était pas le ministre de l'Immigration. Le Premier ministre Trudeau a annoncé une baisse importante du niveau d'immigration permanente pour les années 2025 à 2027. Et le même jour, un nouveau départ, le gouvernement a annoncé qu'il veut faire diminuer le nombre de résidents temporaires à 5% de la population canadienne. La proportion était de 7,3% en juillet 2024. En raison de la multiplicité de programmes par lesquels les résidents temporaires peuvent être admis, et les étudiants sont compris, ceci est un objectif fort ambitieux.
vraiment fort ambitieux, mais je répète que c'est quelque chose de presque pionnier. Finalement, reconnaître la part de la population représentée par les résidents permanents, temporaires, et essayer de diminuer cette proportion-là. Un dernier mot sur la gouvernance. Il y a quelque chose de un peu bizarre au niveau fédéral. Il y a 2 grands programmes de travailleurs temporaires. Le plus grand se trouve au ministère de l'Immigration. C'est celui-là où se trouve, bon, ce ne sont pas des programmes, ce sont des familles de programmes, mais le programme de permis de travail pour les étudiants diplômés. L'autre programme se trouve au ministère Emploi et Développement social Canada. C'est là où se trouve, par exemple, le programme pour les travailleurs agricoles. C'est un secret de polichinelle que des fois les 2 ministères ne travaillent pas nécessairement très bien ensemble. Et à mon avis, je l'ai écrit dans un article Option politique au mois de novembre, il est temps d'amalgamer les 2 programmes, transférer le programme de Emploi et Développement social Canada au ministère de l'Immigration et peut-être pour refléter cette nouvelle vision, renommer ce ministère de la migration. On peut peut-être ajouter d'autres choses après, comme l'intégration, mais au lieu de continuer avec le mot immigration, qui est moins englobant que le mot migration. C'est un détail, mais quand même, je l'ai offert aux lecteurs de la revue pour leur considération. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Mireille Paquet, puis vous avez développé dans vos recherches le concept de fédéralisation de l'immigration au Canada, notamment parce que vous êtes beaucoup intéressé au rôle des provinces. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept et surtout nous dire si vous pensez qu'il est toujours à même d'expliquer ce qu'on voit actuellement, notamment parce que les dynamiques dont on parle sont quand même un peu plus conflictuelles que par le passé? Merci pour la question. C'est vraiment un plaisir d'être ici puis de pouvoir voir toute la super belle participation qu'il y a à la maison dont Catherine me parle très souvent. Donc, ça va faire presque 10 ans que j'ai publié mon ouvrage « La fédéralisation de l'immigration ». C'est incroyable quand j'y pense. C'est intéressant de poser la question parce que France commençait vraiment à nous parler de cette question-là du fédéralisme et de l'immigration d'un point de vue juridique. Et moi, mon approche a toujours été une approche plus de politique publique et de relations intergouvernementales, mais on arrive un peu à la même conclusion, je pense. Donc, le concept de fédéralisation, dans mes travaux, il représentait tout simplement l'idée que quelque chose devient fédéral dans la pratique. Parce que quelque chose peut être fédéral sur papier, mais les acteurs eux-mêmes peuvent ne pas s'inscrire dans des pratiques fédérales, c'est-à-dire pas considérer que le pouvoir doit être partagé, mais aussi pas avoir les institutions pour pouvoir mettre en œuvre ces pratiques fédérales-là. Et ce que j'avais vu dans ma thèse de doctorat à l'Université de Montréal, puis ensuite dans l'ouvrage, c'était qu'au Canada, alors qu'on avait cet article-là dans la Constitution, pendant longtemps, il n'avait pas été incarné. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce n'était, surtout à l'époque, après la Confédération, comme Catherine en parlait, ce n'était que le gouvernement fédéral qui mettait en place des programmes d'immigration, des programmes d'intégration, et les provinces, et même le Québec pendant longtemps, étaient complètement absents de ce champ de politique, même si elles avaient une possibilité, l'occasion de faire valoir leur point de vue de par l'article 95. Et là où j'ai appliqué le concept, c'est que je me suis intéressée à savoir quand est-ce que ça a changé. Parce que, étant québécoise, où j'avais commencé mes recherches, je me disais, le Québec est unique, c'est fantastique, l'entente de 91, fantastique. Donc, je voulais déjà comprendre comment le Québec en était venu à ça. Et on avait ces explications-là, la question de la société distincte au Québec, le nationalisme, la question linguistique qui avait mobilisé le Québec à aller chercher des pouvoirs supplémentaires pour à la fois sélectionner les immigrants, mais aussi les intégrer. Mais à mesure que j'ai commencé mes études, j'ai aussi réalisé qu'il y avait d'autres provinces au fur et à mesure qui avaient commencé à se mobiliser. Et là, ça m'a posé plein de questions, à savoir, est-ce qu'on peut assumer qu'il y a du nationalisme en Saskatchewan?
peut-être. Ce n'est pas à nous de répondre à ça aujourd'hui. Mais ça m'a surtout forcé à essayer de réfléchir à comment on pouvait parler de ce processus-là où on voyait de plus en plus des provinces se mobiliser en matière d'immigration, puis on voyait une nouvelle division du pouvoir, puis des nouvelles pratiques. Donc, c'est là où j'en suis venue à définir le concept de fédéralisation, puis je l'ai résumé en 4 points, dans le fond, pour pouvoir vraiment en parler. Donc, le premier, c'est, comme je l'ai dit, on parle de fédéralisation de l'immigration, mais je pense qu'on pourrait l'ajouter dans d'autres domaines de politique, quand les gouvernements activent leurs compétences. Donc, ce serait la première chose. Donc, on peut avoir une compétence dormante, mais quand on s'engage dans un processus ou quand on voit un processus de fédéralisation s'engager, les gouvernements activent leurs compétences puis disent, oui, en fait, je peux faire de la législation ou je peux réclamer une certaine autorité puis une légitimité sur ces domaines-là. Le deuxième, c'est qu'on voit émerger, et souvent de façon extrêmement conflictuelle au début, une vision du fédéralisme d'immigration. Dans le cas du Canada, pendant longtemps, le gouvernement fédéral a résisté à l'idée que les provinces avaient même le droit d'avoir une voix au chapitre. Donc, on avait ce qu'il y avait sur papier, mais les gens à Ottawa disaient, bien là, franchement, on va quand même pas devoir vraiment consulter les gens au Manitoba, puis ils savent pas ce qu'ils font, puis ça n'a pas de sens et tout ça. Et au fur et à mesure, il y a eu une espèce de ramollissement ou une espèce d'émergence, disons, d'une idée que non, en fait, c'est un domaine de compétences partagées. Et la même chose s'est déroulée à l'échelle des provinces. C'est qu'il y a eu une socialisation politique où on s'est mis à réfléchir à notre communauté politique et notre gouvernement comme un gouvernement ayant quelque chose à dire, ayant une certaine agentivité au domaine en question migratoire. Et ce qui est arrivé en même temps, c'est qu'on a vu aussi émerger des nouveaux modèles de réflexion autour de ça pouvait être quoi le partage des compétences et la gouvernance pratique autour de l'immigration si on était plus qu'un ordre de gouvernement. Donc, il y a eu des documents genre un plan d'action, de coordination, de vision partagée, mais il y a vraiment ce développement-là d'une pensée fédérale autour de l'immigration. Vient avec ça, c'est le troisième point, l'activation de relations intergouvernementales plus normées. Parce que, encore une fois, on a la Constitution lorsqu'il est question de fédéralisme, mais une fédération comme le Canada et comme plusieurs autres ont toute une mécanique des relations intergouvernementales qui passe par des sous-ministres, des hauts fonctionnaires, des comités, des groupes de travail, des ententes en immigration aussi, comme Catherine l'a bien étudié, et aussi potentiellement des mécanismes de transfert des ressources, surtout en matière fiscale. Et donc, un enjeu se fédéralise quand toutes ces pratiques-là deviennent réellement en place, puis souvent, elles sont difficiles à retracer, donc on ne le voit pas, mais ce qu'on peut voir, c'est les résultats, c'est-à-dire beaucoup plus d'interactions, des politiques qui sont plus coordonnées et tout ça. Quatrième caractéristique, c'est la superposition des interventions ou encore la dévolution ou la décentralisation, déconcentration des interventions. Donc, à mesure que tout le monde devient vraiment actif puis s'intéresse à l'immigration, on va soit voir 2 ordres de gouvernement qui vont essayer de compétitionner pour dire, bon, ben, c'est moi qui donne les meilleurs programmes de sélection, par exemple, avec le PNP, ou il va y avoir des ententes informelles de transfert des responsabilités et ça sera plus juste un ordre de gouvernement, mais bien 2 et des fois même plus qui vont se mettre à interagir. Et la dernière chose, puis c'est là où je pense que c'est encore plus intéressant, où ce concept-là continue à vivre, c'est que quand on parle de fédéralisation de l'immigration, l'autre côté, disons, c'est qu'on voit les enjeux fédéraux pénétrer d'autres domaines qui étaient traditionnellement des domaines de relations intergouvernementales. Pensons au Canada, la santé, le fédéralisme fiscal, la question des échanges excusez-moi, j'ai juste trade dans la tête, j'ai complètement... Oui, les échanges commerciaux, le commerce interprovincial, les standards nationaux, qui sont toutes des questions qui n'étaient pas traversées par l'enjeu migratoire, mais qui maintenant deviennent vraiment traversées par l'enjeu migratoire. Donc, je ne vais pas revendre mon livre, là, mais je trouve que ça marche encore vraiment bien. Puis ça va aussi un peu. Puis je pense aussi qu'on le voit même avec la question de l'immigration temporaire à l'heure actuelle, puis des résidents temporaires, parce que cet enjeu-là aussi, qui a toujours été intergouvernemental, même s'il n'était pas nécessairement d'un point de vue constitutionnel. Mais là, vraiment, on voit les provinces se mobiliser autour de ces questions-là, à la fois pour restreindre et permettre aussi à plus de gens de rentrer. Donc, on le voit encore là.
Merci beaucoup. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de pouvoir, on a beaucoup parlé de politique, et ma question maintenant est pour Antoine, pour qu'on puisse un peu en savoir plus sur les attitudes et l'évolution de l'opinion publique. Je pense évidemment à l'enjeu de l'opinion publique face à l'immigration, comment ça a évolué, est-ce qu'il y a des variations entre les provinces, qu'est-ce qu'on peut savoir justement sur ce rapport entre immigration et opinion publique au Canada, au Québec, dans d'autres provinces. Vous choisissez ce que vous voulez. Merci, Catherine. Oui, c'est bien de clarifier qu'on a parlé beaucoup de politique parce que moi, c'est pas ça. Je n'étudie pas du tout les politiques. Moi, vraiment, j'étudie les gens. Je trouvais ça intéressant ton point d'ouverture parce que tu disais, moi, comme quand j'ai fait mon livre comme québécoise, Ouais. je me disais, je m'attends à ce qu'on soit différent, puis tout ça. Et c'est exactement le même point de départ opposé en même temps que moi j'ai suivi. C'est-à-dire que quand on a commencé, au départ, mes recherches portaient sur les immigrants eux-mêmes. Et quand on a commencé à travailler sur les attitudes envers l'immigration, notre point de départ, c'était comme Québécois, on est un peu fatigué d'entendre dire tout le monde que les Québécois au Canada, ce sont ceux qui sont vraiment anti-immigration. Donc, même point de départ, mais complètement postulat différent. Et parce qu'effectivement, c'est vraiment, puis je faisais un sondage à main levée, parce que ça, je fais des sondages, mais c'est pas un vrai sondage, là, je ne demande pas de lever la main. De ceux qui pensent ou qui ont souvent entendu le fait que les Québécois sont plus opposés à l'immigration seraient probablement nombreux. Les études que j'ai faites, les études qu'on a lues, qu'on a regardées, en fait, montrent rarement ça. Il n'y a pas beaucoup d'évidence qui montrent que les Québécois sont plus opposés à l'immigration que les autres Canadiens. Il va y avoir des études qui vont montrer que c'est plus, il va y avoir des études qui vont montrer que c'est autant, puis il y en a qui vont montrer qu'il y a même moins d'opposition. Donc, je pense que et quand il y a des différences, c'est des différences de degrés. Hein? Et je pense que la notion ici de paradigme d'opinion publique au Canada me semble vraiment importante. Puis je vais vous parler un peu des recherches qu'on avait faites. Vous avez sûrement entendu parler des données d'Environix qui font depuis longtemps, mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait ces données-là. Ce n'était pas l'objet principal, mais il y avait aussi les études électorales canadiennes qui sont faites à peu près à tous les 3-4 ans et qui montrent exactement la même chose que les données d'Environix, qui montrent qu'en fait, on l'oublie souvent, mais à la fin des années 80, il y avait à peu près 3 Canadiens sur 4 qui disaient qu'il fallait réduire l'immigration. Et systématiquement, presque année après année, jusqu'en 2008, cette proportion-là, donc cette opposition à l'immigration, elle a fondu à peu près 1 Canadien sur 4. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce premier paradigme-là, cette première période-là, le Québec et toutes les provinces canadiennes ont suivi exactement la même tendance. Okay? Ça a été suivi, mais vraiment, là, c'était presque des lignes parallèles. Le Québec n'était pas mieux ou pire au départ et il a suivi exactement la même trajectoire. Autre période qui s'échelonne 2008, parce que 2008, on a la crise financière, donc il y a un peu une panique, une remise en question. Mais de 2008 jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, cette deuxième période-là, ça a été des micro-variations, fluctuations dans l'opinion publique d'à peu près toutes les provinces et qui pourraient se résumer par étant un plateau. Et ça a été exactement la même chose. Le Québec, comme toutes les autres provinces, a suivi cette trajectoire-là. Et finalement, depuis 1 ou 2 ans, on a là, ces données-là qui montrent soudainement une espèce de... En fait, qui s'est presque qualifié comme un vent de panique, là, de montée de l'opposition à l'immigration. Et on le voit encore au Québec, comme dans toutes les autres provinces. Et c'est peut-être un peu plus faible au Québec qu'ailleurs, mais honnêtement, c'est des degrés. Okay? De manière générale, c'est exactement les mêmes trajectoires. Le Québec s'inscrit dans la dynamique de la Fédération canadienne d'opinion publique sur les attitudes envers l'immigration. Par contre, ça ne veut pas dire que les Québécois sont similaires aux autres Canadiens sur tous les enjeux. Et donc, c'est ça. Et souvent, je pense, là où on fait une confusion des genres, c'est on mélange immigration et diversité ethnoculturelle. Parce que dans les mêmes études que là qu'on avait fait sur les trajectoires dans les provinces en 1988 et 2008, ce qu'on voyait assez nettement, par contre, les indicateurs n'étaient pas les meilleurs, mais c'était les seuls qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pas un ressac envers la diversité au Canada, au Canada, ni au Québec. Mais au fil des ans, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un confort de plus en plus grand qui s'installait envers la diversité ethnoculturelle dans le reste du pays, qui ne s'installait pas vraiment au Québec. Donc, il y avait plus une stagnation. Il n'y avait pas un ressac, encore une fois, mais il y avait plus une stagnation. Alors qu'ailleurs au pays, clairement, on voyait année après année, il y avait ce mouvement de plus en plus positif, de plus en plus à l'aise ou confortable avec cette notion de diversité ethnoculturelle-là, qu'on ne voyait pas au Québec. Donc, peut-être que la perception de ressac ou d'attitude plus négative au Québec vient de ça, mais c'est vraiment différent. L'immigration et la diversité ethnoculturelle, ce sont des enjeux distincts qu'on mélange souvent.
Mais encore une fois, qu'il n'y avait pas de ressac au Québec. L'autre, qui est un peu lié à ça, qui va vraiment surprendre encore moins personne, c'est l'enjeu de la religion ou des symboles religieux pour les fonctionnaires publics. Où là, vraiment, il y a une différence vraiment très, 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 très marquée entre le Québec et les autres provinces, mais ce n'est pas l'enjeu de l'immigration. Donc, outre ce mélange des genres-là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on pense ça? Donc, pourquoi est-ce qu'on a vraiment la perception que les Québécois sont autant anti-immigration à comparaison des autres Canadiens? Mais je pense ici c'est important de faire, même si j'étudie les gens et l'opinion publique principalement, il n'y a pas juste ça. Et je pense que c'est important ici de distinguer ce que les gens pensent, donc monsieur, madame, tout le monde, dans le public, et ce que les discours politiques véhiculent. Et je pense que ce qui caractérise vraiment plus la différence Québec-Canada ici, ce n'est pas l'opinion publique en termes d'immigration, mais c'est vraiment les discours publics qui sont portés par les politiciens québécois depuis 15 ans versus les politiciens dans le reste du pays. Et donc, vraiment, ici, et sur plus qu'un parti, il y a cette dynamique-là de politisation. Je pense que ma collègue et d'autres ont écrit beaucoup sur cette question-là. Il y a eu une politisation beaucoup plus grande de l'enjeu de l'immigration au Québec par nos élites politiques que par les élites politiques derrière au pays. Et c'est là, je pense que c'est là que l'enjeu se joue, c'est là que la perception vient. Mais c'est quand même un paradoxe intéressant quand vous y pensez, parce qu'on se retrouve dans une situation où si vraiment la prémisse que les Québécois et les autres Canadiens ont les mêmes opinions à peu près sur l'immigration, donc on a la même opinion publique, mais au Québec, on a des politiciens qui vont vraiment augmenter la saillance de l'immigration, et on aurait ailleurs au pays des politiciens qui vont en fait mettre vraiment sous le radar l'enjeu de l'immigration. Donc vraiment des politiciens qui, de part et d'autre, sont probablement pas au diapason avec leurs électeurs. Donc dans un cas qui surenchère sur l'immigration, et dans l'autre qui vraiment le traite presque comme un enjeu de tabou. Et c'est une question qu'on pourra revenir plus tard. J'ai complètement perdu la notion du temps. J'ai l'impression que ça fait 30 secondes que je parle, mais... 5 minutes. Donc, j'avais pas d'autres choses à dire. Alors, je pourrais aussi vous dire, peut-être... Est-ce que j'ai encore une minute? Oui. Une minute. Une minute. C'est que l'autre enjeu sur lequel, contrairement à ce que les gens peuvent se penser, c'est on a fait beaucoup de recherches sur comment les gens construisent leur identité nationale. Donc, on a demandé vraiment aux Canadiens puis aux Québécois, c'est quoi qu'est-ce qui définit un vrai Québécois, puis qu'est-ce qui définit un vrai Canadien. Ce sont vraiment des marqueurs super importants pour structurer les attitudes envers l'immigration et la diversité ethnoculturelle. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, les marqueurs dominants sont exactement les mêmes. Même la langue avait une grande importance pour les Canadiens anglais, un petit peu moins saillant que pour le Québec. Et là, on est en train de répéter une autre étude qui est un peu similaire, mais qui compare le Québec et l'Écosse, qui est souvent présentée comme un cas parfait ou presque de nationalisme civique. On pourrait y revenir, mais c'est souvent... Le discours qui est véhiculé, c'est vraiment un très beau cas de nationalisme civique, alors que le Québec, on n'est pas sûr pour le remettre en question. Et non seulement ça se ressemble beaucoup à la façon dont les Québécois définissent un Québécois et que les Écossais définissent un Écossais, mais de manière générale, les Québécois sont beaucoup plus souples dans leur définition que les Écossais puissent l'être. Donc, pas beaucoup de différence à ce niveau-là. Et là, je vais arrêter. OK, merci beaucoup. Ça conclut notre premier tour de questions. J'ai encore des autres questions, mais je vous dis déjà qu'il y aura aussi une période de questions-réponses. Donc, vous pouvez déjà réfléchir à vos questions si vous voulez. Mais je lance quand même une deuxième salve et je me tourne à nouveau vers Mireille. Puis, je voudrais savoir, selon votre lecture, c'est quoi vraiment les enjeux émergents du fédéralisme de l'immigration au Canada aujourd'hui? D'accord. Merci. C'est intense, mais voilà. Il y a deux choses. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler des deux choses. Donc, je vais commencer. Je vais dire qu'il y a vraiment la question des demandeurs d'asile puis tout ce qui est le partage des responsabilités, mais aussi, et pas pour voler des idées à Catherine, mais tout ce qui est de la question de l'évolution du programme des candidats de la province qui semble vraiment se profiler. Donc, on va y aller. Pour commencer avec les demandeurs d'asile, donc vous êtes probablement pas sans le savoir qu'il y a eu une croissance considérable des demandes d'asile au Canada, des gens qui souhaitent être reconnus comme étant une personne réfugiée. Et de façon intéressante, la question de l'asile et la question des réfugiés, parce qu'elle n'est pas couverte dans la Constitution, mais aussi en raison de toute l'architecture dans la loi sur l'immigration. C'est vraiment un secteur qui n'a pas été fédéralisé, contrairement à l'immigration, contrairement à l'intégration. Puis, ce que ça fait, c'est que, en particulier à partir de 2017, quand on a vu une croissance, c'est pas la première fois qu'il y avait une croissance des demandes au Canada et des arrivées irrégulières, mais il y a quand même eu un pic en 2017. On peut s'attendre à un autre pic dans les prochains mois, soit dit en passant. Il y a eu une espèce de découverte par les provinces, et en particulier par le Québec, de cette
ce secteur-là ou cette dimension-là de l'immigration. C'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient au ministère québécois de l'immigration sur la question des demandeurs d'asile, mais c'était quelques personnes que Stéphanie et Laurence doivent connaître personnellement. Donc, c'était pas nécessairement un large groupe et c'était beaucoup plus quelque chose qui était géré par des institutions fédérales. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu tout d'un coup un large relativement grand groupe de personnes qui sont arrivées rapidement. Et ce que ça a fait, c'est que ça a créé des tensions dans le système fédéralisé qui avait été mis en place. Donc, type de tension que ça a créé, bien, premièrement, la question de la géographie. Donc, la majorité de ces personnes-là sont arrivées au Québec. C'était plus de 90 des nouveaux demandeurs d'asile qui étaient arrivés de façon irrégulière au Canada, qui étaient à Montréal et au Québec. Mais il y avait aussi, de façon émergente, un autre enjeu géographique qui était celui de la redistribution. On a entendu le Québec, mais on a aussi entendu d'autres provinces qui souhaitaient que ces personnes-là soient redistribuées sur le territoire. Et on n'est toujours pas clair si c'est même possible de le faire au vu, par exemple, de la Charte canadienne des droits et libertés. Et on le sait en tant que chercheur en immigration que ça ne marche pas là, d'envoyer des gens à des places, ils vont où ils veulent. Puis ils ont raison. Puis il y a finalement toute la question de la migration secondaire de ces demandeurs d'asile. C'est-à-dire que les personnes peuvent arriver au Québec, peuvent arriver en Ontario, mais elles ne sont pas obligées de rester dans ces provinces-là. Et donc là, la question se pose, bien, quel gouvernement est responsable? Est-ce que c'est le premier gouvernement, la première province où les gens sont arrivés ou un autre? Donc, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, peut-être plus important en termes de relations intergouvernementales à court terme, c'est la découverte de l'interdépendance ou de l'interdépendance décisionnelle. C'est-à-dire que pour ce qui est des demandeurs d'asile et surtout des personnes qui sont arrivées de façon irrégulière, il y a tout un aspect décisionnel qui est fédéral. Donc, la frontière est fédérale. La question des permis et de l'admissibilité est fédérale. Je regarde Mme Hull, je vais être sûre de ne pas faire des erreurs. Et la question de la détermination du statut de réfugié sont tous des enjeux fédéraux. Par contre, quand la personne vit sur le territoire québécois ou le territoire canadien, elle interagit avec des services provinciaux. L'assurance sociale est provinciale, la santé est provinciale, l'éducation est provinciale, les garderies sont provinciales. Donc, ce sont les provinces qui paient pour les demandeurs d'asile pendant longtemps. Et quand on se retrouve dans des situations comme celle qu'on a à l'heure actuelle, où il y a un délai de traitement considérable, il y a un arriéré à la Commission de l'immigration, ce qui fait que les gens peuvent attendre des années, disons des très longues périodes avant d'avoir leur statut, bien, ça veut dire qu'elles sont sur la facture, si je peux me permettre, des provinces. Il y a plein de façons dont on peut y penser. Mais cette question-là de l'interdépendance décisionnelle est très importante parce qu'on a assisté à des chicanes entre Ottawa et les provinces où, au début, vous vous rappellerez, M. Legault, en 2017, disait « Bien là, c'est votre frontière, là, fermez-la, tu sais, puis on va être correct. » Et après, il y a eu d'autres enjeux parce que le Québec trouvait que le gouvernement fédéral n'émettait pas les permis de travail assez vite, ce qui augmentait la dépendance sur l'assurance sociale. Bon, je peux continuer comme ça, mais cette interdépendance-là est très saillante. Et d'un autre côté, on voit de plus en plus le gouvernement fédéral dire « Écoutez, ça fait des années qu'on gère ce domaine de politique-là seul, et vous, les provinces, vous avez une responsabilité. » Puis ça devient un enjeu qu'on commence à entendre, puis les provinces sont comme « Ben non, nous, on veut juste des immigrants économiques. » Donc ça va vraiment devenir un problème. Et s'ajoute à ça la question de l'absence de mécanismes clairs intergouvernemental. Donc, avec mon collègue Robert Schwarzer à l'Université de Toronto, on a fait plusieurs études sur cette question-là. Et ce qu'on voit, c'est que tous les mécanismes qui avaient été mis en place dans le processus de fédéralisation, des forums, des institutions, n'avaient jamais eu de comité ou de table de travail dédiée à la socialisation des provinces autour de l'enjeu des demandeurs d'asile et du droit d'asile. Donc, plusieurs provinces n'avaient même aucune idée de comment on devenait un réfugié, tout ça. Donc, il y avait un manque d'apprentissage, mais il y a aussi un manque d'espace où les gens peuvent communiquer de l'information, partager puis développer des pratiques communes. Et s'ajoute à ça l'absence d'un mécanisme financier vraiment important. Parce que ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que le gouvernement du Québec, en particulier, va vers Ottawa en disant « Voici, les demandeurs d'asile m'ont coûté tant de millions, tant de billions de dollars, donnez-moi la facture. » Là, Ottawa dit « Bien,
comment l'avez-vous calculé? Je ne suis pas d'accord. Puis là, il y a une chicane. Puis finalement, Ottawa cède et donne de l'argent aux provinces. Mais ça, ce n'est pas un mécanisme qui va permettre aux gens de s'inscrire dans une relation de coopération. Nous, ce qu'on a proposé, entre autres dans nos travaux, c'est de réfléchir à un mécanisme assurantiel, d'une certaine façon, qui dirait aux provinces, si vous recevez 20 000 personnes, vous pouvez vous attendre à avoir tant d'argent pour au moins les premières années, parce qu'après, quand les personnes sont installées, ça peut tomber dans les transferts fédéraux habituels, mais pour les premières années, avant que la personne ait son statut, les provinces ont besoin de confiance. Est-ce que j'ai du temps encore? Non, OK. on garde J'ai d'autres choses à dire, là, Ouais. mais ça, on garde va être pour la vraiment période de enjeu. questions, puis c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc maintenant, je me tourne vers France Houle pour parler un peu du Québec, notamment parce que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, il a commandé un rapport sur les enjeux constitutionnels du Québec. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, donc pour voir c'est quoi justement ces enjeux au sein de la Fédération canadienne. Et en fait, lorsqu'il a fait son annonce, l'immigration était un des enjeux importants dans le mandat qui a été conféré au comité consultatif. Puis je voudrais un peu savoir, c'est quoi votre réaction par rapport justement à ce rapport qui est sorti, rapport qui s'appelle, je vous le rappelle, Ambition, Affirmation, Action. Puis il est sorti au mois de novembre dernier. Puis qu'est-ce que vous avez vu par rapport à l'immigration, par rapport à ces enjeux constitutionnels? Merci. Bien, ma réponse va bien suivre ton propos, Mireille. D'abord, ma première réaction, ça a été une de déception, parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus dans le rapport que 5 pages sur 108, et il y a juste 2 recommandations qui portent sur l'immigration. Puis je m'attendais à plus parce que vous vous souviendrez que le premier ministre Legault avait fait des déclarations quand même assez fortes, disant qu'il voulait avoir tous les pouvoirs en immigration. Il est allé voir le premier ministre Trudeau le 15 mars dernier pour dire « Je veux tous les pouvoirs ». Le premier ministre Trudeau, a dit non. Mais au-delà de ma déception, ça a été ma première réaction. Ensuite, j'ai regardé plus avant le mandat qui avait été confié à ce comité d'experts, et c'était un mandat très costaud. Puis à l'intérieur de ce mandat très costaud, il y avait l'immigration qui est un autre gros morceau. Et le comité avait eu juste quelques mois pour écrire son rapport. Donc, c'est clair qu'il ne pouvait pas remplir le mandat de façon aussi étayée que ce que j'aurais aimé voir. Mais là, ce qui est intéressant, une fois qu'on a passé par-dessus la déception, puis on lit les quelques pages du rapport, le rapport aide quand même à mieux cerner les revendications, les futures revendications que le Québec mettrait potentiellement sur la table lors des prochaines élections fédérales et également lors des élections provinciales qui auront lieu vraisemblablement le 5 octobre 2026, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire qu'on n'est pas encore en train de voir pour le moment à l'horizon. Donc, dans le rapport, il y a 2 recommandations sur l'immigration. La première, c'est la recommandation 31, puis elle est orientée justement vers les demandeurs d'asile. Donc, le comité recommande de négocier une entente avec l'État fédéral sur la proportion des demandeurs d'asile à accueillir, ainsi que le partage des responsabilités et des ressources les concernant. Je vais revenir rapidement sur les statistiques. Tu en as touché un mot, mais j'ai lu qu'en 2023, le Québec avait reçu 65 000 demandes qui représentaient 45 % de toutes les demandes, puis il y en avait eu 144 000 juste en 2023. Et comme tu disais, la CISR, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, c'est elle qui détermine si les demandeurs d'asile peuvent être reçus réfugiés au Canada au sens de la Convention sur les réfugiés. Donc, l'arriérage, à ce moment-ci, c'est un article que j'ai lu dans Globe and Mail il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il y avait 250 000 cas en arriérage à la Commission et que ça prendrait plus de 3 ans pour les traiter, pour arriver à bout de cet arriérage. Et seulement si il n'y avait pas d'autres demandes qui entraient dans le système, ce qui est impossible, c'est sûr qu'il va en arriver d'autres. Donc, on a un gros problème, puis comme Mireille le disait, mais le problème, c'est que tant et aussi longtemps que la personne n'a pas son statut, un statut de réfugié au Canada, elle ne peut pas devenir résident permanent et entrer dans la machine
des fonds normaux qui sont donnés au Québec pour donner toutes sortes de services aux personnes qui habitent au Québec. Donc, et plus les délais de traitement des demandes sont longs à la CISR, plus les coûts provinciaux par demandeur d'asile augmentent. Donc, le gouvernement de la CAQ a fait valoir que le Québec n'avait pas de ressources suffisantes pour traiter tout ça. Et il a surtout mentionné, comme tu disais tantôt, la santé publique, l'aide sociale, l'éducation, le logement, l'aide juridique et les services de garde. Alors, pourquoi c'est important de mettre le point là-dessus, de braquer le projecteur? Merci là-dessus. Merci, je regardais ça, je cherchais le mot. Donc, dans le développement qui accompagne la recommandation 31, le comité d'experts expose 3 points sur lesquels de futures négociations pourraient reposer. Le premier, c'est de laisser la pleine latitude au Québec sur la manière dont il souhaite accueillir et soutenir l'intégration des nouveaux arrivants, et là, ça inclut tout le monde, y compris les demandeurs d'asile, et d'obtenir les ressources financières nécessaires pour ce faire. Ça, c'est intéressant de mettre ce paragraphe-là dans le contexte de l'accord Canada-Québec sur l'immigration et les travails et les aubains et l'immigration et les aubains. Et parce que l'accord Canada-Québec de 91 prévoit le retrait du Canada relatif aux services d'accueil d'intégration, mais seulement pour 2 services, les services linguistiques et les services culturels. Donc, ça n'inclut pas la santé, l'aide sociale, l'éducation, etc. Et cet accord-là, cet article 24, s'applique uniquement aux résidents permanents. Donc, c'est là où il y a beaucoup de travail à faire et la revendication du Québec est vraiment bien justifiée, je pense, là, dans ce contexte-là. Bon, il y a 2 autres revendications, celles que les demandeurs d'asile qui s'établissent au Québec et qui ne parlent ni le français ni l'anglais, que pour ces personnes-là, le Québec puisse recevoir des ressources financières additionnelles pour pouvoir payer pour leur formation linguistique. Et le 3e point qui est intéressant, c'est de créer un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile à l'échelle canadienne. Bon, on sait que le gouvernement, que M. Legault a commencé à discuter avec les provinces de cette question-là et avec le gouvernement fédéral. Je ne suis pas sûre que les premières discussions ont vraiment aidé beaucoup à développer ce point-là, mais au moins, c'est mis là, sur la table de façon concrète et claire. Donc, on peut s'attendre que lors des prochaines élections fédérales, ils vont en parler de ça. J'ai l'impression qu'ils vont en parler, sauf si les partis fédéraux ne veulent pas en parler. Et c'est possible qu'ils n'aient pas envie d'en parler parce que c'est quand même un sujet qui est relativement nouveau. Hein. Donc, tout le travail au niveau des ministères n'a pas été fait encore. Relativement nouveau, puis c'est quand même un panier de crabes, je pense. C'est difficile de parler de ça dans des élections fédérales. L'autre point, par contre, qui risque d'être discuté pas mal lors des élections fédérales, c'est justement le travail de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. De plus en plus, là, on peut lire des articles dans les journaux et surtout dans le Globe and Mail qui a vraiment tapé sur le clou de réformer la procédure de détermination du statut de réfugié devant la CISR pour la rendre beaucoup plus, pour l'accélérer le plus possible. Et une des propositions qui est mise sur la table, c'est de faire en sorte que le processus à la première étape soit purement administratif, donc que ça soit traité par des fonctionnaires et non plus par la commission. Et la commission, c'est un tribunal administratif. Hein, donc, ils ont une fonction qui ressemble beaucoup à celle des juges. C'est une fonction juridictionnelle. Donc, on peut... je pense qu'ils vont vouloir mettre ça sur la table, de transformer la première étape du processus décisionnel. Si j'ai le temps, je peux parler de la 2e recommandation, mais je pense que non. Alors, non, je m'excuse. Je suis toujours la méchante quand on modère un débat. On doit faire les gros yeux, dire de parler devant le micro. Non, c'est ça. Alors, je me tourne vers Antoine pour parler de nouveau des gens. Donc, après tout ça, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'on sait sur l'intersection entre opinion publique, fédéralisme et immigration, puis peut-être aussi du point de vue des migrants et des attitudes par rapport au fédéralisme, à la diversité, ou qu'est-ce qu'on sait, ou j'aime encore plus, qu'est-ce qu'on ne sait pas.
Oui, mais merci pour la question. Puis en fait, j'aime bien la fin de ta question parce que, pardon, j'ai parlé beaucoup d'opinion publique du groupe majoritaire ou de la population haute dans la première question. Fait que pour la deuxième, il y aurait vraiment beaucoup de façons d'y répondre, mais je vais me concentrer sur les immigrants eux-mêmes qui viennent s'installer au Québec et au Canada. Et même plus précisément, je vais vous parler des dynamiques de sentiment d'appartenance. Et ensuite, je vais faire le lien plus explicite vers le fédéralisme, si j'ai le temps. Oui. Donc, on voit deux phénomènes qui vraiment distinguent ici très clairement les dynamiques d'appartenance des immigrants qui s'installent au Québec à l'opposé de ceux qui s'installent ailleurs au Canada. La première chose qu'on voit, c'est que le sentiment d'appartenance des immigrants au Québec et des minorités ethnoculturelles, de manière générale, est plus faible envers le Québec qu'envers le Canada. Bon, ça ne va peut-être pas surprendre personne. Pardon, on pourrait même penser que, en fait, ce n'est pas un phénomène unique au Québec et que c'est un reflet du fédéralisme et du fait qu'ils viennent s'installer au Canada et que l'attrait de la communauté politique fédérale canadienne est plus grand que celui provincial. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on a remarqué dans nos études, c'est que ce n'est pas le cas. C'est une réalité qui est unique au Québec. Quand on regarde dans les autres provinces canadiennes, le sentiment d'appartenance des immigrants est aussi fort envers la communauté politique canadienne que la province. Donc, c'est vraiment un phénomène, cette asymétrie-là, qui est unique au Québec. La deuxième, on se rapproche du fédéralisme, ce concerne le rôle ou l'impact des expériences d'exclusion. La discrimination est un phénomène qui existe malheureusement dans toutes les sociétés, incluant au Québec et incluant ailleurs au pays. Soit dit en passant, la plupart des études aussi varient beaucoup, mais le constat général, c'est que les immigrants et les minorités ethnoculturelles au Québec ne rapportent pas systématiquement plus d'expériences discriminatoires qu'ailleurs au pays. Même, il y aurait des évidences que ce serait peut-être un peu plus en Ontario. Et si vous regardez les statistiques par rapport aux crimes haineux, en fait, la plupart des grandes villes où c'est le plus élevé sont en Ontario, incluant vraiment près du top Ottawa. Okay. Par capita, évidemment. Là. Sinon, ça serait un peu troublant. Là. Donc, c'est le deuxième point qui concerne l'impact ou la relation entre vivre des expériences d'exclusion ou de discrimination et comment ça impacte le sentiment d'appartenance. Et ce que notre étude montrait, c'est qu'en fait, si on vit beaucoup d'expériences discriminatoires, puis on est un immigrant ailleurs au pays, ça va avoir un impact, comme on pourrait s'y attendre et qu'on a observé partout dans le monde, négatif sur ton sentiment d'appartenance. Et il y a vraiment un aspect très similaire, symétrique, entre ça va faire baisser le sentiment d'appartenance au Canada et ça va faire baisser le sentiment d'appartenance à la province. Et la force de cet impact-là est le même. Sur une échelle de 0 à 10, ce qu'on a mesuré, c'est que beaucoup de discrimination va faire baisser de 2 points le sentiment d'appartenance à ces deux communautés politiques-là. Quand on regarde au Québec, par contre, on va avoir aussi, comme partout ailleurs dans le monde, un effet négatif sur l'appartenance. On va remarquer que l'appartenance au Canada va baisser, comme ailleurs au pays, de 2 points. Par contre, ce qu'on voit qui est différent, c'est que l'appartenance au Québec va baisser de 4 points. Okay? Ce sont le même niveau d'expérience discriminatoire, le même impact partout au Canada sur comment ça impacte négativement l'appartenance au Canada, mais c'est comme si la punition ou la pénalité pour l'appartenance à la communauté politique québécoise était plus fort. Okay? Il y a même un indicateur, on avait un autre indicateur qu'on demandait aux gens, est-ce que vous pensez que les immigrants dans votre province sont traités mieux, moins bien ou aussi bien qu'ailleurs au pays? Il y avait environ 10-12 % des immigrants, en fait, c'est 4 provinces, je dis partout au Canada, mais on avait Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. Dans les 3 autres provinces, il y avait à peu près 10-12 % des gens qui disaient, dans ma province, on traite moins bien les immigrants qu'ailleurs au pays. Au Québec, c'était près de 40 %. Donc, ici, on a une asymétrie dans les perceptions. Mais rappelez-vous, hein, donc, le même niveau de discrimination rapporté, mais des perceptions différentes. Et ici, ce qu'on remarquait, c'est que quand on était ailleurs au pays, puis qu'on disait « Ah, ma province, on ne traite pas bien les immigrants, ils sont mieux traités ailleurs », le sentiment d'appartenance baissait encore une fois également envers le Canada puis la province. Par contre, au Québec, ça baissait, sans surprise, le sentiment d'appartenance au Québec, mais ça augmentait le sentiment d'appartenance au Canada. Okay? Donc, ici, la révélation était même opposée. C'était pas il y avait une asymétrie, c'était littéralement, ça allait dans des directions différentes.
J'arrive au fédéralisme, tu n'as pas le choix de me laisser continuer. Je vais juste avertir. Et là, la question, c'est comment on lit ça au fédéralisme. Et nous, le constat qu'on fait, puis là, c'est vraiment plus spéculatif parce que c'est plus difficile à démontrer, c'est que c'est un peu la transposition de, et là, je cherche encore le bon terme français, peut-être, Martin, tu peux m'aider, de competitive nation building. Donc, le processus de construction nationale compétitif, mais c'est très mauvaise traduction, mais l'idée qu'au Québec, depuis les années 60-70, il y a littéralement un processus de compétition politique entre le gouvernement du Québec et du Canada pour attirer la loyauté première des gens. Cette bataille-là, elle a été d'abord et avant tout pensée en termes du groupe majoritaire. Et c'est comme si l'étude montrait que les immigrants qui s'installent au Québec, ce sont des êtres humains comme tous les autres êtres humains. Ils sont immigrants, mais à la base, ce sont des êtres humains et qu'ils ont intégré dans leur façon de penser cette compétition, cette competitive nation-là. Ils l'ont intégrée et ils le vivent de façon qui reflète leurs propres préoccupations et leurs propres priorités. Et que la bataille que se mènent les deux gouvernements et les différentes politiques publiques que les gouvernements ont adoptées au fil des années joue largement à l'avantage au gouvernement fédéral. Ailleurs au pays, il n'y a pas cette séparation-là. L'identité canadienne et l'identité provinciale sont intimement liées, d'où la symétrie des effets qu'on observe. Alors qu'au Québec, on insiste explicitement pour dire, écoutez, vous vous installez ici, peut-être que vous n'avez pas encore compris, mais le Québec, ce n'est pas le Canada. Et les gens font, OK. Et là, au fil des ans, ils disent, OK, je vais essayer de comprendre ça. Et après quelques années, ils disent, ah oui, j'ai compris. Eux, ils sont beaucoup plus réceptifs et flexibles dans leur modèle d'intégration que vous l'êtes. Et donc, à tort et à raison, mais en tout cas, on prend à discuter autrement, mais je pense que c'est facile à croire que la perception qui s'installe est celle-là. Et à ce moment-là, le gouvernement fédéral devient un peu le protecteur, ou plus grand protecteur des droits des minorités. Le gouvernement du Québec devient beaucoup plus facile à blâmer. Encore à tort ou à raison, on prend à discuter. Et donc, d'où pourquoi on observe cette asymétrie-là. J'arrête ici. Merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est pour Leslie, puis c'est peut-être un point de vue un peu plus comparatif ou parler d'autres acteurs ou d'autres niveaux de pouvoir par rapport à qu'est-ce que dans vos recherches ou dans votre expérience justement d'analyse, qu'est-ce que vous avez vu ailleurs ou un aperçu de comment le fédéralisme de l'immigration se joue ou s'opérationnalise dans d'autres pays ou à d'autres niveaux de pouvoir? Bon, pardon Leslie, il faut bien tenir le micro près de votre... oui, OK. J'espère que je ne dépasserai pas les 5 minutes, Catherine. Je suis très stricte. J'ai co-dirigé un livre qui s'appelle Immigrant Integration in Federal Countries, qui a été publié, j'ai dû regarder tout à l'heure, en 2012. Je peux quand même, indépendamment de la vieillesse du livre, je peux quand même constater qu'il n'y a aucun pays fédéral qui permet aux entités constituantes, les États, les provinces, de sélectionner même une petite partie des immigrants. Alors, sur ce volet-là, le Canada se distingue des autres pays fédérés et de loin. Cet après-midi, je vais offrir quelques observations sur un pilier du gouvernement qui est souvent absent dans le fédéralisme de l'immigration, le gouvernement local, les municipalités selon la Constitution canadienne. Cette absence a des implications importantes, surtout en ce qui concerne les grandes villes qui reçoivent une proportion élevée des migrants. Et évidemment, les réfugiés, les demandeurs d'asile font partie de la grande famille des migrants. Au Canada, comme vous savez, les municipalités figurent parmi les responsabilités des gouvernements provinciaux. Ceci permet aux gouvernements provinciaux de garder les gouvernements locaux, les municipalités, sur une courte laisse. Et je vais donner 2 exemples, un de l'Ontario, un du Québec, pour démontrer cela. Évidemment, c'est une question qui est beaucoup plus grande, mais quand même, l'année dernière, le gouvernement de l'Ontario a interdit à la ville de Toronto de conserver certaines pistes cyclables. Je n'ai pas confectionné ceci, ça s'est passé parce que apparemment des commerces de certaines grandes rues qui sont en effet des autoroutes ou presque des autoroutes
trouvé que les pistes cyclables dérangeaient parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les voitures de stationner avant leur noble commerce. Au Québec, et ça c'est une question pas humoristique, une municipalité ne peut pas signer une entente avec le gouvernement fédéral sans l'approbation du gouvernement du Québec. Et c'est la seule province où il y a cette interdiction explicite. Dans le domaine de l'immigration, il y a néanmoins quelques exemples d'instruments de coordination et de financement, dans certains cas, entre le gouvernement fédéral et les municipalités ontariennes. Il y avait, il y a 20 ans, elle a été signée en 2006, un genre d'entente Canada-Ontario-Toronto. Elle ne comprenait pas de financement, c'était plutôt une entente, bon, il y avait beaucoup de vieux pieux dedans, mais qui visait surtout à un échange d'informations, de priorités et, dans une certaine mesure, de coordination. Cette entente n'avait pas d'échéance, mais dans les faits, elle a été signée pendant le gouvernement de Paul Martin et quand Stephen Harper a succédé comme premier ministre, l'entente a plus ou moins disparu dans les limbes de l'histoire. Il y avait quand même une nouvelle entente, ou plutôt un mémoire d'entente, signé en 2018. Similaire, pas de financement encore une fois. Celui-ci un terme de 5 ans, dont en fait, le terme est arrivé en 2023. Je n'ai pas pu trouver, je ne sais pas si Mireille a des informations, je n'ai pas pu trouver des reportages. Est-ce qu'il sera renégocié? Dans le contexte actuel, je pense qu'il ne sera pas renégocié. On verra bien qu'est-ce qui va se passer avec cet instrument tripartite. Plus concret, parce que là, on parle de gros sous. Dans le cadre du programme de logement provisoire, le gouvernement fédéral fournit des fonds aux gouvernements provinciaux et en Ontario aux municipaux pour répondre aux pressions exceptionnelles en matière de logement provisoire résultant de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Jusqu'à la fin février 2024, je n'ai pas pu trouver d'autres chiffres plus tard. Peut-être que ma recherche n'était pas assez poussée, mais jusqu'il y a un an, 290 millions avaient été distribués aux municipalités de l'Ontario, y compris les villes de Toronto et d'Ottawa et la région de Peel, qui dans au nord de la ville de Toronto, vers l'ouest, je crois, où se trouve une concentration assez forte d'immigrants et je présume aussi de demandeurs d'asile qui ont peut-être vouloir s'installer auprès de gens d'origine de leur pays. Pendant cette période, jusqu'à février 2024, 441 millions ont été transférés au gouvernement du Québec, pas directement aux villes, bien entendu. Je vais maintenant rapidement offrir quelques observations sur la position des villes dans d'autres pays fédérés. D'abord, les États-Unis, et bon, évidemment, les choses peuvent changer beaucoup aux États-Unis, mais je pense qu'il y a deux choses qui ne vont pas changer beaucoup. D'abord, il n'y a aucun programme national qui vise l'intégration des immigrants aux États-Unis. Ça n'a jamais été le cas et étant donné les priorités du président Trump, pas encore couronné, mais bientôt, je crois que ceci va rester le cas. Et deuxièmement, il n'y a aucun cadre de relations intergouvernementales dans le domaine de migration, même entre Washington et les États, certainement pas avec les villes. Par contre, de leur propre gré, certaines grandes villes qui ont souvent d'autres sources de revenus en plus des taxes foncières ont développé des programmes d'intégration.
Un nombre croissant de programmes sont financés par des fondations. La ville de New York a une loi droit à un abri, right to shelter, et ceci offre du logement pour des migrants, y compris des demandeurs d'asile. Le programme ne vise pas uniquement cette clientèle. En ce qui concerne l'application de la loi fédérale sur l'immigration, des dizaines d'États, des villes et de comtés ont des lois, des règlements et des politiques qu'on peut appeler sanctuaires, qui visent à protéger des migrants irréguliers de l'Agence fédérale Immigration and Customs Enforcement. L'idée, c'est que des services, comme par exemple le logement, sont offerts aux migrants indépendamment de leur statut, et les agences et les organismes responsables de ces services ne partagent pas des données sur les migrants avec l'agence fédérale. Ceci est très important parce que d'après les statistiques qui sont assez fiables aux États-Unis, il y a autour de 11 millions de gens non documentés aux États-Unis. L'Espagne, ce n'est pas un État fédéral officiellement, mais fonctionne presque comme un État fédéré. Le gouvernement national est responsable pour un programme d'accueil, Reception Program, pour le pays entier. Des organismes non gouvernementaux assurent la mise en œuvre du programme. Selon les intervenants, il y a un manque de coordination avec les niveaux régionaux et locaux en ce qui concerne ces services. Néanmoins, les grandes villes espagnoles jouent un rôle important dans l'intégration des immigrants et ont fait preuve de créativité à cet égard. Par exemple, en 2015, Barcelone s'est déclarée une ville refuge et elle fournit des services aux migrants indépendamment de leur statut. Donc, c'est similaire au principe de ville sanctuaire, sauf que l'objectif n'est pas de bloquer la mise en œuvre de la loi sur l'immigration. Selon des recherches, cette initiative a aidé à décourager la ségrégation résidentielle au sein de la ville de Barcelone. Barcelone a aussi développé un programme novateur qui vise à contrer les rumeurs au sein des quartiers de la ville de Barcelone. C'est une initiative qui a été reconnue par différents prix internationaux. Et finalement, rapidement, l'Allemagne. C'est le pays d'institutions intergouvernementales par excellence, dont ce n'est pas surprenant que les villes ont été impliquées dans le développement du plan national d'immigration. Le premier plan a été signé en 2005 et le plan d'intégration qui date de 2012. Les villes étaient très impliquées dans l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens après 2015-2016. Et demeure un foyer important pour l'intégration des immigrants. En conclusion, juste 2 phrases, Catherine. Le rôle des villes dans l'accueil et l'intégration des immigrants est souvent pas majeur au sein des différentes fédérations, et bon, c'est le cas dans des pays unitaires aussi, mais il y a quand même des exceptions importantes. Les villes comme New York et San Francisco, Barcelone et les plus grandes villes allemandes. On peut prendre Berlin, par exemple, qui est aussi un État au sein de la Fédération allemande. On peut prendre Berlin comme un exemple important du rôle des villes dans ce domaine. Bon, j'ai dû aller rapidement. S'il y a des questions sur ces pays ou d'autres, je vais tenter de répondre. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez un panorama, je pense, bien complet, bien robuste, de différentes thématiques. Maintenant, l'idée, c'est de répondre à vos questions, évidemment. Donc, je vois qu'il y a un beau micro qui est mis là. Il faut toujours casser la glace, mais allez-y, posez des questions. J'ai toujours des questions, moi, mais il faut juste se lever. C'est comme pour vous réveiller, faire circuler le sang dans vos jambes.
Puis si vous pouviez juste vous présenter brièvement et poser des questions brèves aussi. Oui, allez-y. Merci. Donc voilà. Allez-y. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour la conférence, pour tous les différents points de vue, puis sur quoi l'immigration a un impact sur plusieurs plans. En fait, j'avais 3 questions, mais je vais m'en tenir sur une. Pensez-vous que l'opérationnalisation de réformer les programmes d'immigration a eu un impact en ce moment précurseur sur la crise d'immigration, autant sur un plan politique, juridique, avec les discours politiques, parce que il y en a, on sait, les programmes d'immigration ou d'autres programmes qui ne sont peut-être pas d'immigration peuvent aller devenir désuets et on tente de les réformer pour les améliorer ou les faciliter les choses. Et après ça, ça peut créer peut-être une crise, non? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Merci. On va en prendre plusieurs, c'est correct? Oui, on va en prendre plusieurs. Merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Susana Ponte Ribera. Voilà, j'ai 2 questions. La première, très rapide, pour Antoine Bilodeau, au sujet de vos études sur le sentiment d'appartenance. Je me demandais si vous aviez vérifié si les personnes qui sont résidentes permanentes ont un sentiment d'appartenance différent à ceux des personnes qui ont un statut précaire. Et je me disais que peut-être qu'au Québec, j'ose une hypothèse, donc peut-être au Québec, les expériences de discrimination sont moins... il y a moins de plaintes de discrimination et que c'est pour ça que il y a un impact différent sur le sentiment d'appartenance. Voilà. Puis, ma deuxième question, c'est que, je crois qu'il y a ce que j'appellerais une production sociale des personnes sans statut d'immigration. Et depuis longtemps, mais ça s'est évidemment beaucoup accentué, disons, depuis 15 ans. Devant le volte-face honteux du gouvernement fédéral quant au programme de régularisation, et je pense que dans le contexte sociopolitique actuel, je ne pense pas qu'on va reprendre les mobilisations pour ce programme. Oui, moi, je vous parle d'une perspective en ce moment de militante, notamment au Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes au Comité Femmes. Et donc voilà, je ne pense pas que le contexte est propice pour ça. Pensez-vous, par contre, que ce serait une bonne idée de militer, par exemple, pour l'accès à la santé ou l'accès, par exemple, aux études postsecondaires sans avoir à payer comme un étudiant international? Peut-être l'accès à la CNE-SST, aux protections de la loi sur les normes, la loi sur les accidents de travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va encore prendre une question, puis je vous laisserai répondre ceux qui souhaitent. Oui, Eugénie de Paty-Pelletier. Je suis directrice du projet Fin au travail non libre pour les migrants à l'Association pour les droits des travailleuses et travailleurs de maison et de ferme. Mais aussi, j'ai un autre chapeau, je suis aussi professeure associée au département de géographie de l'Université Laval. Et en fait, ma question, c'est un peu pour tout le monde, là, c'est côté, autant la question de comment on traite l'immigration, je parle des discours publics, autant fédéral que provincial, c'est comme si on avait oublié ou on n'avait pas suivi les données démographiques qui ont complètement changé là, depuis 50 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont stables au Canada et qui ne bougent pas, c'est les temporaires, c'est les sans-papiers. En fait, ceux qui ont le statut permanent, là, on est rendu à 30 % d'entre eux, 5 ans plus tard, ne sont plus au Canada. Puis, c'est comme si on parlait, puis autant que pour faire peur, là, la question de on va donner au compte-gouttes le statut permanent,
même l'accès à la citoyenneté. En fait, les demandes de citoyenneté ont baissé de 40 dans les 20 dernières années. Donc, même ceux qui ont le statut permanent n'ont plus la mentalité d'on débarque sur un bateau et c'est ici pour toujours à partir de maintenant. C'est plus ça, l'accès au statut permanent. Et donc, je me demande si côté même... c'est comme s'il y avait une déconnexion complète par rapport à ce que ça fait la population de temporaire, de permanent, en termes de futur, de mouvement migratoire. C'est quand les personnes ont les droits puis la stabilité que là, finalement, ça circule. En particulier, il y a des études en Australie maintenant, c'est démontré, là, la circularité, la migration circulaire, c'est quand le monde a le statut permanent que là, ça devient circulaire. Et c'est comme si c'était encore, on est dans un discours qui est complètement archaïque, basé sur des politiques. Et je me demandais si vous aviez des... C'est ça, par rapport à ce qui pourrait s'en venir en termes de discours provincial, fédéral, si quelqu'un, à un moment donné, va lever la main pour un peu parler des choses réelles, modernes, y compris sur comment minimiser le travail forcé des migrants, notamment temporaires, oui. Merci beaucoup. Je vais laisser la possibilité de répondre. Qui veut commencer? Mireille? Oui, je peux peut-être commencer. À la dernière question, je ne sais pas. Quand les gens... Je pense que c'est super intéressant ce que vous soulevez parce que c'est vrai, là, c'est démontré. Il y a vraiment, pour reprendre un ancien article d'Hélène Pellerin là, qui parlait de la montée du paradigme de la mobilité, on est là chez les personnes. Je pense qu'il y a vraiment un problème dans les discours politiques à l'heure actuelle par rapport à l'idée qu'on se fait de qui est une personne migrante, puis quelles sont ses motivations, puis quels sont ses désirs. Puis cette idée-là, justement, de l'installation permanente est de moins en moins présente pour une certaine catégorie. Hein. Puis je le dis souvent, si on va chercher the best and the brightest, puis les personnes avec les plus hauts niveaux d'éducation, avec le plus de capital économique, c'est sûr que ces gens-là vont vouloir partir. La même chose arrive avec les personnes au Canada aussi qui sont extrêmement mobiles. Donc, je pense que si l'objectif est encore d'être dans une immigration de peuplement, à un moment donné, il va falloir avoir cette discussion-là, à savoir c'est qui les gens qui sont plus aptes à rester dans un contexte de travail libre, qu'est-ce qu'on peut faire pour les maintenir en place ou les inciter du moins à rester au Canada. Mais je pense qu'on est bien loin de ça. Puis en général, s'il y a une chose qu'on sait sur la politique de l'immigration, c'est que ça se nourrit de ce décalage-là entre politique mise en œuvre, politique sur papier et politique imaginée. Donc, c'est pas surprenant, mais ces décalages-là, on les voit. Puis sont extrêmes aussi. Au début, vous avez commencé à parler de données démographiques. Mais moi, ce qui me fascine aussi à l'heure actuelle, c'est l'incapacité qu'on a vraiment à réfléchir à la question démographique à proprement parler au Québec, puisque ça veut dire les politiques d'immigration qu'on est en train de mettre en place, parce que la province se vide à plusieurs endroits, peut-être pas à Montréal, mais tous ces décalages-là sont là, ils sont de plus en plus présents. Puis je terminerai juste en disant que dans des contextes de politisation, ça a été mesuré à l'échelle comparée que plus il y a de politisation, plus il y a de décalage entre la réalité des politiques telles que mises en œuvre et le discours. Donc, j'ai pas de solution, là, mais... J'ai pas de solution, moi non plus. Mais je vais peut-être être un petit peu plus cynique, là, mais pas cynique, en fait, mais genre ramener sur ce que moi, je comprends plus ou je sais plus, donc les dynamiques d'opinion publique. La situation que vous soulevez, c'est un énorme piège d'un point de vue d'opinion publique. Parce qu'un des déterminants les plus importants qu'on sait des attitudes envers l'immigration, c'est le sentiment d'être en contrôle. Quand les populations ont l'impression que les gouvernements contrôlent bien l'immigration, ce qui a glissé dans les dernières années à cause de la réalisation, notamment par rapport aux temporaires, qu'on ne savait pas qu'il y en avait autant, et c'est vraiment majeur. Et la difficulté dans la situation que vous soulevez, c'est que pour les gouvernements de discuter ouvertement que les permanents, on leur donne la permanence puis ils s'en vont vivre ailleurs, puis que les temporaires, dans le fond, devraient être ici temporairement, mais qui restent ici, c'est un cocktail explosif. Et donc, c'est vraiment... Mais c'est une réalité dont il faut discuter, puis c'est ça la difficulté. Puis ça revient à l'enjeu de la politisation. Il y avait le vieux paradigme, là, qui est un texte d'un politologue, Gary Freeman, qui avait écrit à la fin des années 80, un texte super intéressant. Puis essentiellement, là, je ne vois pas exactement les mots qu'il utilisait, mais pour rendre ce cours, c'était pour avoir une paix migratoire, parce qu'il n'utilisait pas ce mot-là, là, bien, il ne faut pas en parler. Et avant, on n'en parlait pas. C'était décidé derrière des portes closes entre généralement les politiciens, les gens d'affaires qui avaient besoin de main-d'œuvre et les communautés immigrantes ethnoculturelles, donc qui étaient intéressés à faire venir les gens de leur communauté. Puis on n'en parlait pas. Et c'est quand on s'est mis à en parler plus, la politisation amène les clivages,
amène l'utilisation de ces wedges-là, de ces clivages entre les partis, et donc, il alimente cette déconnexion-là. Et donc, comment avoir un débat sérieux sur ces réalités? C'est extrêmement difficile. Donc, on peut souvent blâmer nos politiciens, mais c'est des puzzles qui sont vraiment difficiles à régler parce que si tu parles de ça, vraiment, là, les gens vont faire « OK, mais là, il n'y a rien qui marche dans nos politiques d'immigration. » Et les gens vont focusser là-dessus, puis ils vont dire « La meilleure chose à faire, c'est fermer le robinet. » Rapidement, malheureusement, c'est extrêmement difficile. Ça fait pas longtemps que c'est dans l'opinion publique. Je ne sais pas où la... Ah, ici, oui. Sur les temporaires. Et donc, dans la plupart des études d'opinion publique ou de grandes méthodologies de sondage, les temporaires sont rarement ou à peu près jamais interrogés. C'est extrêmement difficile de les rejoindre. D'un, on ne saurait pas trop comment. Et je soupçonne qu'il y a un très haut niveau de méfiance pour utiliser vos mots à vouloir participer. Donc, non, je ne sais pas c'est quoi la différence. Merci. France, Leslie? Moi, je dirais un mot qui pourrait aussi peut-être répondre à la question de la première personne qui a parlé. J'ai l'impression qu'on est peut-être mûr au Canada pour discuter d'un accord général sur l'immigration et sur les travailleurs et sur les temporaires, les résidents temporaires. Ils peuvent le faire derrière des portes closes si on veut éviter le ressac. Mais il me semble qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, puis avec la fédéralisation de l'immigration, bien, on se rend compte que finalement, on se demande s'il y a véritablement un contrôle qui existe ou non, ou si tout le monde a un peu perdu le contrôle sur l'immigration. Et donc, en tout cas, il me semble que ça pourrait être utile que les fonctionnaires s'assoient pour discuter de tout ça, puis éventuellement, bien, dans 10 ans, peut-être nous arriver avec une entente qui pourrait régler la majorité des problèmes, ou au moins ils auraient commencé à réfléchir à toute cette question-là. Alors, c'est vraiment la seule chose, moi, qui pour le moment, m'interpelle au niveau de l'immigration, c'est de voir que cette crise-là, mais elle est là depuis quand même assez longtemps. Là. C'est pas récent, là, elle explose. Mais il y a eu peut-être justement le fait qu'on n'a pas voulu en discuter du tout. Alors, on a mis le problème, on a balayé le problème sous le tapis pendant très longtemps. Mais c'est peut-être pas ça qui se passe au niveau des ministères de l'immigration. Peut-être que les fonctionnaires en discutent, on ne sait pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des fonctionnaires ici qui pourraient le dire. Oui. Dans mes premiers commentaires, j'ai dit que c'est une bonne chose que finalement, nous avons une vision de migration au Canada. Dans le dernier plan d'immigration du ministère fédéral, il y a un long chapitre sur les résidents temporaires au Canada. Ceci pourrait quand même, il y a un risque élargir le décalage entre le discours et la réalité. Prenons l'exemple des étudiants étrangers. D'abord, vous pouvez bien demander pourquoi on compte les étudiants parmi les résidents permanents. Ils viennent ici, ils suivent un cours, ils s'en vont. Non, c'est pas vrai. Et je dis ça simplement de façon descriptive. Pendant leurs études, les étudiants peuvent travailler. Il y avait même une période, je crois, à la fin de la pandémie, un peu après, où il n'y avait même pas de limite d'heures pour les étudiants étrangers. Actuellement, je crois bien que c'est 32 heures par semaine. C'est quand même beaucoup. Donc, ces étudiants font partie de la main-d'œuvre de l'économie canadienne. Et il y a certains commerces, y compris dans le milieu de l'alimentation, qui sont contents d'avoir ces gens disponibles, souvent pour travailler à des prix, à des niveaux de salaire pas tout à fait raisonnables. Mais deuxièmement, et cela existe depuis à peu près une quinzaine d'années, au Québec et au fédéral, il y a des programmes pour les diplômés. Et l'argumentation, c'est que c'est bien, ces gens sont venus au pays, ils ont suivi un cours, ils ont un diplôme, ils ont amélioré leur connaissance de la langue anglaise ou française. Ce sont des candidats idéaux
pour la résidence permanente. Je suis plus ou moins d'accord avec ceci. Donc, c'est tout à fait raisonnable de compter les étudiants parmi les résidents permanents. Par contre, on voit chaque 2-3 jours des articles qui démonisent les étudiants internationaux. Ce matin, encore une fois, 50 000 étudiants, selon des rapports des gouvernements provinciaux au fédéral, 50 000 étudiants internationaux, no shows à leur université ou collège. Donc, ces gens sont venus au Canada, ils ne se présentent jamais. Et bon, on a vu d'autres rapportages, les collèges un peu fictifs qui existent dans les centres commerciaux, dans les banlieues de Toronto, et j'en passe. Mais c'est important que cette vision de la migration soit plus large maintenant, mais il y a quand même des risques. Et il serait important que les personnes politiques, les intervenants, parlent de ces enjeux d'une façon sereine et n'alimentent pas de façon facile, mesquine, le discours anti-immigrant, parce que c'est trop facile de prendre des exemples comme celui que je viens de citer, des étudiants qui ne vont pas à leur cours. Merci. Alors, on va prendre les dernières questions. Oui, je peux Oui. y répondre sur le On va répondre sur le prochain cycle, OK? C'est correct. Je sais que Mireille n'a pas oublié. Il y a encore une question. Si vous voulez vous lever, poser la question, c'est la dernière chance. Oui, merci. C'est une question et peut-être un peu une réflexion sur ton théorie sur le Competitive Identity Building. Comment tes études ont pris en compte la perception ou l'expérience d'une discrimination ou exclusion qui est... Il y a la discrimination qui arrive dans la vie normale, au travail, à l'école, puis il y a la perception d'une exclusion aux causes de la discours politique. Parce qu'à fédéral, tu as la multiculturalisme qui est comme un peu la propagande, mais c'est comme l'identité canadienne, il n'y a pas couleur, il n'y a pas ethnicité, tout le monde est bienvenu. Puis à Québec, on a les débats sur raisonnable, accommodation raisonnable. On a la loi 21. On a plus récemment l'idée de faire une prohibition sur le prayer en public. Comment ça joue sur le sentiment d'être exclu, qui est pas, c'est une discrimination, mais c'est une discrimination au niveau de la discours politique. Merci beaucoup. Encore une question. Bonjour Maëlle Rouillet, donc je suis étudiante ici à l'UDEM en maîtrise. J'avais une question sur la politisation de l'immigration, notamment avec la récente décision du gouvernement fédéral de planifier et de réduire les seuils d'immigration temporaire. À quel point est-ce qu'on peut aussi parler du coup de politisation au niveau fédéral et pas seulement plus au Québec qu'au Canada, comme l'a mentionné Antoine Bilodeau tout à l'heure? Et qu'est-ce que ça peut susciter comme enjeu aussi au Québec, cette décision-là au niveau fédéral en termes de relations intergouvernementales? Et une dernière un peu sous-question, avec la démission de Justin Trudeau, puis potentiellement des élections fédérales avancées, à quel point l'immigration et sa politisation serait un peu aussi un enjeu électoral bientôt. Merci beaucoup. Alors, je dois arrêter là, je m'excuse. Il y a votre question en réserve. Après, on peut parler, il y a encore des muffins, puis il y a des choses à boire, à manger. Moi, j'aime ça parler, pas de problème. Donc, on fait un dernier tour. Puis il y a comme des questions en réserve pour vous deux, mais j'en ajoute une. Non, mais j'en ajoute une, vous n'êtes pas obligés de répondre, mais je voudrais quand même... Vous avez chacun 2 minutes, OK? Mais ma question, c'est quel est pour vous l'élément le plus marquant ou auquel on doit faire très attention aujourd'hui par rapport au fédéralisme de l'immigration? Puis on va faire un tour de table, 1-2 minutes chacun pour répondre à cette question. Leslie, est-ce que vous voulez commencer? L'enjeu le plus marquant à suivre? J'ai étudié beaucoup les politiques et programmes d'intégration des immigrants et je trouve que ceci reste très, très important. Il faudrait, sans être déraisonnable, que les gouvernements trouvent des façons d'élargir ces programmes pour couvrir surtout les demandeurs d'asile. Même si le processus devient un peu plus efficace ou plus rapide, il y aurait toujours des attentes très, très longues. Et
s'il y a des chances que une bonne proportion de ces gens soient acceptés, il serait raisonnable, fructueux qu'ils commencent des cours de langue, des cours d'intégration civique. Il y a certains pays, j'ai vu des chiffres récemment, il y a certains pays où 80-90% des gens sont acceptés. En tête de liste, l'Iran et ou la Turquie. Je ne sais pas pourquoi la Turquie se trouve si haut sur la liste, plus haut que le Pakistan et l'Inde et la Chine, mais ce sont des statistiques. Merci. France? Il faut prendre le micro, je m'excuse, c'est juste pour l'enregistrement. Merci, Catherine. Sur la fédéralisation, je pense que je vais revenir à la deuxième recommandation du rapport parce qu'elle parle plus du modèle d'intégration et de gestion de la diversité ethnoculturelle. Puis comme vous le savez, le Québec a son modèle interculturel. Dans le reste du Canada, c'est le modèle multiculturel. Et dans le rapport du comité d'experts, les experts ont recommandé que le Québec ait sa propre loi cadre pour gérer l'intégration et la gestion le modèle d'intégration, créer un modèle d'intégration et de gestion de la diversité. Puis clairement, ils veulent vraiment clairement prendre une direction qui va aller à l'encontre du multiculturalisme. Bon, on sait que le Québec était là-dedans depuis très longtemps, mais là, s'il y a une loi cadre qui le dit, bien, ça va s'ajouter aux autres lois du Québec. Et là, on va se démarquer de plus en plus du reste du Canada sur la question de la gestion de la diversité ethnoculturelle. Donc, quand on parle de fédéralisation de l'immigration, bien, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va avoir des impacts sur la fédéralisation? Et si oui, lesquels? Je ne peux pas répondre à la question en ce moment, mais c'est vraiment cette question-là qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu le rapport. OK, merci. Antoine, il y a une petite question sur le sentiment d'appartenance. Je vais répondre à ça d'abord. Le micro aussi, je m'excuse, là, je suis comme... Je ne veux pas être enregistré. Je sais que tu n'aimes pas ça. Non, oui, c'est une très bonne question. Puis en fait, merci de la poser parce que ça me donne l'opportunité de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Dans les études qu'on faisait, c'était généralement les expériences personnelles de discrimination dans le quotidien et dans différentes sphères de la vie. Dans une autre étude qu'on a faite, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, on a voulu savoir justement l'influence relative, l'impact relatif de ces expériences personnelles-là. Mais versus aussi, on a demandé aux gens, aux immigrants, première et deuxième génération ensemble, comment, l'inverse des questions que je vous parlais, on leur demandait, selon vous, qu'est-ce que ça prend pour être reconnu comme un vrai Québécois? Donc, on ne posait pas sur les discours publics, mais ça faisait référence aux échos de manière générale à ce qui se passe dans la société. Donc, est-ce qu'il faut être blanc? Est-ce qu'il faut être catholique? Est-ce qu'il faut être né ici? Est-ce qu'il faut parler français? Est-ce qu'il faut avoir les mêmes valeurs que les autres Québécois? Et ainsi de suite. Et en fait, on remarquait, il y a deux constats importants. Le premier, c'est que ces perceptions de frontières-là sont largement plus importantes que les expériences discriminatoires qui sont vécues par la personne. Donc, l'impression générale est beaucoup plus importante que les micro-expériences qu'on peut vivre. Mais vraiment, il y a une différence notoire. Même si l'essentiel de la littérature va porter sur les expériences de discrimination. Le deuxième constat, c'est qu'on a généralement, on fait la différence entre des marqueurs inclusifs, qui sont faciles à acquérir, et des marqueurs exclusifs. Et on a tendance à penser qu'il faut vraiment se méfier des marqueurs exclusifs. Puis effectivement, plus on perçoit la société comme étant exclusive, donc il faut être blanc, il faut être né ici, il faut être catholique, plus le sentiment d'appartenance est faible. Par contre, ce que la littérature ne montre pas, que notre étude montrait, c'est que le plus important, c'est la perception de critères inclusifs. Parce que c'est une chose de mal se faire traiter ou de ne pas se mal faire traiter, mais c'est bien plus important d'être accueilli positivement. Et donc, c'était ça le constat le plus important. Donc oui, vous avez absolument raison. Et c'est peut-être, on sait ce qu'on pense qui se passe au Québec, c'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, le discours, puis encore, on peut parler de la légitimité des politiques, c'est pas ça le point, mais le discours tend à être plus négatif que ce qui se passe ailleurs au pays. Est-ce que j'ai le temps de répondre à ta question? Vraiment rapidement. Parce que de toute façon, ça répond à la question par rapport à... Pour moi, c'était... On a beaucoup parlé de changement d'opinion publique dans mon cas, mais pour moi, le changement probablement le plus important, c'est la porte qui s'est entrouverte sur la politisation de l'immigration
à l'échelle fédérale ou pan-canadienne. Vraiment, et là, c'est juste une porte entrouverte. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'à peu près tous les partis ont pris la même position puis ont accepté l'idée de réduire. Parce que souvent, la politisation va émerger quand il y a un clivage entre les partis. Et là, ils jouent leur carte à fond. Puis ils essayent d'attirer des votes. Là, si tous les partis demeurent sur un consensus, c'est peut-être moins pire. Mais c'est une porte qui est ouverte et qui pourrait être très dangereuse parce que une fois que la porte est ouverte, ben, les langues pourraient se délier. Et donc, on ne sait pas où ça va aller. C'est vraiment trop tôt encore, mais je pense qu'on devrait y réfléchir sérieusement puis vraiment le suivre parce que ça serait une première, en fait, ou à peu près dans la politique fédérale, et voir aussi comment ça va se répertorier au niveau des autres provinces, dans les élections provinciales des autres provinces. Donc, j'arrête là. Merci beaucoup. Juste pour faire Mireille. deux minutes, donc la réponse irait complètement dans le sens d'Antoine sur la politisation à l'échelle fédérale. Je pense qu'il faut vraiment attendre la prochaine élection pour voir, parce que c'est vrai que là, on n'a pas eu cette polarisation-là qui est nécessaire entre les partis, mais on n'est pas sûr encore du comportement d'un parti. Entre autres, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il restera à le dire. Pour ce qui est des personnes sans statut puis la question de la régularisation, je pense qu'il y a 3 choses que je voudrais vous dire. La première, c'est que la fenêtre d'opportunité est bel et bien passée, donc malheureusement, c'est ça. La deuxième, c'est que oui, en effet, les revendications sectorielles sont probablement les meilleures, donc de penser, normes de travail, de penser santé, tout ça. Mais l'autre chose, c'est une question pour les mouvements sociaux à laquelle vous, en tant que militante, vous pouvez mieux répondre que la mienne. C'est la question de la mise en lumière de cette population-là, puis le danger que ça peut avoir dans un contexte, encore une fois, politisé. Parce qu'une des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est que les seuils qui vont être imposés au niveau des résidents temporaires vont avoir comme résultat évident une croissance de la population sans statut. Au Canada, c'est pas vrai que les gens vont partir. Là, on est encore dans le même dilemme. On en parle ou on n'en parle pas? Qu'est-ce qui arrive? Puis on revient au même. J'ai pas de réponse. Je pense que c'est une question d'objectifs de mouvements sociaux avant tout, à laquelle moi, je peux pas répondre. Et l'élément le plus marquant, puis c'est un peu en lien avec ça, c'est la chose que je vais regarder, c'est vraiment la question de la course vers le bas. Donc, en matière de relations intergouvernementales puis en matière de fédéralisme, on a ce concept-là de la course vers le haut, la course vers le bas, c'est-à-dire que les gouvernements se regardent puis essayent de se suivre au niveau des lois, au niveau de tout ça. Et on a commencé à voir, par exemple, dans le cas du Québec, qui a limité l'accès des services de garde ou qui veut limiter l'accès aux services de garde pour les demandeurs d'asile. On a remarqué qu'il y a des provinces qui commencent à essayer de limiter les droits de certains groupes d'immigrants plus précaires. Puis là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'avec l'augmentation des précarités, avec tout ce qui va arriver, est-ce que d'autres provinces vont suivre ça? Puis ce qu'on sait dans les fédérations, en général, c'est quand la course vers le bas, c'est une espèce de compétition vers qui va être le plus négatif pour essayer de ne pas aller chercher les mouvements de population. Qu'est-ce qui va se passer finalement vers ça? Parce que pour le moment, au Canada, on n'a jamais vécu ça. On a surtout été dans une dynamique de course vers le haut. On voulait aller chercher les personnes. Mais là, est-ce qu'on va tomber dans une dynamique où on veut essayer de repousser les populations migrantes précaires? Bien, ça pourrait vraiment être un enjeu. Merci beaucoup. Beaucoup de matière à penser. Je remercie vraiment très chaleureusement les intervenants et les intervenantes de s'être prêtés au jeu, d'avoir fourni autant de clés d'analyse. Je vous remercie surtout d'être présents un 15 janvier. Il fait froid, on est fatigué, c'est le début du semestre, mais vous étiez là, donc merci beaucoup. La conférence est enregistrée et je veux évidemment remercier tous ceux qui ont fourni du support, donc au sein de la maison, de l'ERICA, Mabili, Gabrielle, Maëlle, Christine et autres. Donc évidemment, c'est un travail d'équipe et merci à tous et à toutes et prenez des muffins, mes collations, mon café, je serai bien heureuse. Bravo à tout le monde, on peut applaudir franchement.